Et c'est parti pour la fin, la correction de l'exercice et certaines astuces pour manipuler les données publiques. Si vous voulez parler des dépenses en niche fiscale, en santé, en retraite, n'importe, il y a quelques informations importantes à tenir en compte. Première chose, OK. Est-ce que l'État a vraiment coupé des dépenses dans l'enseignement supérieur par combien? Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Premièrement, on va à l'état B où il y a les tableaux avec les dépenses de l'État. On va voir la loi des finances de 2024. Dans l'état B, c'est écrit, il y a une mission qui s'appelle Recherche et enseignement supérieur. On va utiliser quoi? On va utiliser les crédits des paiements. C'est ce que l'État a effectivement utilisé prévu pour dépenser dans une année. Et là, il y a la ligne totale, recherche et enseignement supérieur. Il y a aussi une autre ligne, formation supérieure et recherche universitaire. Parce que dans les budgets généraux de la recherche et enseignement supérieur, on a ce qui est alloué à la formation supérieure, à la recherche universitaire, mais on a aussi des dépenses avec vie étudiante, recherche pluridisciplinaire. Donc, dès le départ, je vous dis que il n'y a pas une façon unique de répondre à cette question. Tout dépend de quel est l'indicateur, la mesure que chaque chercheur va choisir pour montrer une donnée. Et c'est ça qui est important aussi, de comprendre comment les budgets fonctionnent, parce que si quelqu'un montre une donnée, vous serez capable de voir par exemple, il y a d'autres manières de montrer la même chose qui mènent parfois à des résultats différents. Donc, c'est important, intéressant de savoir comment ça marche. Si on choisit, donc, il y a plusieurs façons. Si on choisit de prendre la recherche et l'enseignement supérieur, les budgets généraux, et on voit combien il a prévu de dépenser en 2024. On arrive à 31 milliards, 31,8 milliards d'euros en 2024. Prévu, ok? C'est la loi des finances. C'est pas ce qui a été exécuté. Et pour la loi des finances de 2025, si on va là à l'état B, crédit des paiements pour la recherche et enseignement supérieur, on trouve quoi? 30 milliards. 30,9 milliards. Si on fait les comptes, il a prévu de dépenser 31,8 milliards d'euros en 2024 et 30,9 milliards d'euros en 2025. Quelle est la différence? Ça veut dire à peu près presque 1 milliard d'euros, 929,9 millions d'euros en moins dès 2024 à 2025. Donc, si on prend cette mesure, on peut dire qu'il y a eu vraiment, selon la loi des finances, ce qui est prévu d'être dépensé dans la recherche et l'enseignement supérieur, il est inférieur en 2025 par rapport à 2024. Comme j'ai dit, attention, il y a plusieurs manières de mesurer des coupes budgétaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comme je vous ai dit, par exemple, on pourrait prendre juste la partie formation supérieure et recherche universitaire au lieu de toute la dépense, juste cette partie-là. Mais on pourrait dire que les autres parties, elles vont affecter aussi la qualité de l'enseignement. C'est que moi, je suis d'accord. Donc, je pense que ce serait mieux de prendre la grande ligne. On pourrait, par exemple, diviser cela par les nombres d'étudiants. Parce que si on a moins d'argent et plus d'étudiants, ça veut dire que les dépenses par étudiant, c'est qui est vraiment une meilleure mesure des choses. Peut-être qu'on va trouver un chiffre encore plus petit par rapport à 2024. Mais bon, attends. Quelles sont les différentes façons de mesurer cette évolution? Ici, on a parlé, et jusqu'à maintenant, on a parlé de euros courants, ok? Montant brut alloué. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tout simplement pris
la valeur de 2025, la valeur de 2024, et j'ai fait un moins l'autre, voilà, 1 milliard en moins. Ça, c'est OK parce que en France, on n'a pas une inflation hors contrôle, c'est pas une situation de hyperinflation, et parce que un an, c'est pas vraiment ça fait pas vraiment une grande différence. Néanmoins, si on parle, surtout si on parle des dépenses sur le long terme, si on veut étudier l'évolution des dépenses des années 2000, par exemple, jusqu'à 2024, c'est incorrect de prendre les montants de chaque tableau et juste faire une somme, faire une différence. C'est incorrect de prendre juste les montants en euros courants et de faire un calcul. Il faut ajuster par l'inflation. Pourquoi? Est-ce que je vais l'expliquer, donc dans les prochaines diapos, je vais expliquer pourquoi, mais les budgets en euros constants, c'est une autre manière de les montrer ça. Les montants par étudiant, comme j'ai dit, les montants alloués, la part de la dépense allouée à l'enseignement supérieur comme pourcentage de PIB. Enfin, il y a plusieurs manières par lesquelles on pourrait montrer ça. Je pense que la plupart des scénarios ne sont pas favorables à l'enseignement supérieur, malheureusement. Pour tenir compte de l'inflation, si vous voulez faire des choses sur le long terme, une période qui va comprendre plusieurs années, c'est important de faire cette partie-là que je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que c'est dommage que j'ai pas les tableaux ici, mais bon, on va penser par exemple à des baguettes, ok? Pensez à une baguette tradition. En 1999, on imagine, on suppose une tradition cotée 1 euro, ok? Est-ce que on peut acheter une tradition avec 1 euro en 2025? Non, on peut pas. Les prix des choses augmentent au fil des temps à cause de l'inflation. Donc, ce qu'on pouvait acheter avec 1 euro avant, on ne peut pas acheter avec 1 euro aujourd'hui. L'euro perd de la valeur. Donc, 1 euro n'achète pas la même chose au cours du temps, ok? 1 euro, il achète moins de choses à cause de l'inflation. La monnaie perd de la valeur. Donc, quelle est l'implication pour nous, pour les dépenses publiques? On imagine que le gouvernement, il a décidé d'allouer 50 milliards d'euros à la défense. Et vous mettre ça dans les tableaux, combien le gouvernement a alloué en dépenses depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. On imagine que le gouvernement a dépensé 50 milliards d'euros, a alloué 50 milliards d'euros pour dépenser en défense. C'est qu'il pourrait acheter des fonctionnaires qu'il pourrait payer, des armes, des biens et des services qu'il pourrait s'acheter dans les années 2000 avec 50 milliards d'euros est supérieur, beaucoup supérieur à ce qu'il peut acheter avec la même somme d'argent aujourd'hui. Ça veut dire que 50 milliards d'euros dans les années 2000 des dépenses achètent beaucoup plus que 50 milliards d'euros en 2024 en dépenses. La même dépense de 50 milliards d'euros dans un secteur, elle achète moins de choses aujourd'hui que dans les années 2000. Okay? Par conséquent, si on veut faire des périodes, des sommes, un tableau avec montrer l'évolution d'une dépense au fil du temps, on a besoin d'ajuster par l'inflation. Ça veut dire, on a besoin de mettre toutes les valeurs dans une même année, comme s'ils étaient dépensés dans une même année. Je sais que c'est difficile de visualiser et c'est pour ça je vais vous montrer ça. Ça, c'est un tableau pour vous montrer vite fait comment on pourrait mettre une valeur dans des valeurs constantes, on va dire.
comme si tous les dépenses étaient dans les mêmes valeurs dès 2023, par exemple. Bon, ici, ce sont les valeurs hypothétiques. On va penser que ce sont des dépenses en éducation, par exemple. Mais ce sont les valeurs hypothétiques. Mais imaginez que nous, on avait, enfin, je vais mettre ça, je vais enlever la couleur pour ne pas confondre. Bon, imaginez premièrement qu'on a les dépenses courantes. Donc, vous regardez dans les lois, il y a là, en 2020, on a dépensé 100 milliards d'euros dans un secteur, dans une politique. En 2021, on a dépensé 200 milliards. 2022, on a dépensé 400 et ainsi de suite. Combien est-ce que le gouvernement a dépensé au total ou quelle était la moyenne, la dépense moyenne? C'est incorrect de faire une somme de ces valeurs-là, ok? Ou de faire une moyenne de ces valeurs-là. Parce que 100 milliards d'euros de 2020 ne sont pas 100 milliards d'euros de 2024. On est en train de confondre des choux et des carottes. Peut-être, ça dépend du taux d'inflation, mais peut-être, dans certains cas, 100 euros en 2020, pas pour les cas de la France, mais si on parle d'un pays avec beaucoup d'inflation, 100 milliards d'euros en 2020 vont acheter plus de choses que 200 milliards d'euros en 2024. Okay? Donc, il faut parler des euros constants et on va choisir, par exemple, moi, ici, je vais choisir de parler, en euros de 2024. Donc, la question qui se pose est 100 euros en 2020. Ça vaut combien en 2024? Donc, je répète, 100 euros en 2020, ce serait capable d'acheter combien de biens et services en 2024? C'est ça les corrects et ce sont ces valeurs-là qu'on va faire les sommes, avec ces valeurs-là qu'on va faire des sommes, faire des moyennes, etc. Bon, pour cela, il nous faut juste une chose. C'est juste une chose qu'il faut trouver, c'est le taux d'inflation. Et les taux d'inflation pour la France, vous pouvez trouver ici ces tableaux, ces classeurs, il sera sur Coursus aussi. La source pour les taux d'inflation, c'est sur les sites de l'ANSSI. Très facile, voilà les taux d'inflation. Okay? Vous mettez les taux d'inflation ici. Ici, il n'y a vraiment pas de mystère. C'est une formule. Une fois que vous mettez les taux d'inflation, il y a cette chose qui s'appelle le facteur d'ajustement, qui c'est une formule qui va prendre les taux d'inflation, on va mettre dans cette formule. Et pourquoi facteur d'ajustement? Parce que on va multiplier les dépenses courantes par ces facteurs-là et elle va nous donner les dépenses à prix réel. Et elle va nous donner les dépenses dans les prix de 2024. Donc voilà, les dépenses réelles à prix de 2024, elles sont là. Ça, c'est une formule, ok? Vous regardez les classeurs, vous pouvez regarder les classeurs. Une fois que vous avez les dépenses courantes et le taux d'inflation, les restes va être automatiquement remplis, changés en fonction de la valeur des valeurs que vous mettez, mais c'est une formule. Donc, dans ces formules, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, en 2020, on avait une dépense nominale courante de 100 milliards d'euros qui, ajustée par l'inflation, elle devient 114 milliards d'euros. Ça veut dire que 114 milliards d'euros de 2024 achètent la même chose que 100 milliards d'euros achetés en 2020. Ici, 225 milliards d'euros de 2024 achèteraient la même chose que 200 milliards d'euros en 2021. Donc ça va montrer vraiment ce qu'on pourrait acheter en biens et services aujourd'hui avec les dépenses de chaque année. On va faire la somme de ça, on va faire des moyennes de ça et on va dire
une série à valeur constante dès 2024. Ça, c'est une manière, et vous pouvez, ici, la comparaison avec la calculatrice INSEE que je vais vous montrer très vite, mais j'ai mis ça sur Cursus et aussi pour les instructions ici pour si vous voulez les lire. Alors, c'est quoi la calculatrice INSEE? Ça, c'est un truc très basique. Si vous voulez, par exemple, moi, dans ma recherche, une fois, j'ai dû transformer quelque chose des francs, des anciens francs en euros. Parfois, tu veux pas mettre convertir par valeur des 24, des 2024, tu veux mettre en valeur de 2021, bah, on sait jamais. Il y a une autre manière de faire des conversions. Peut-être c'est plus simple pour vous. Ça donne la même chose. Vous pouvez venir sur Google. Il y a y mettre convertisseur franc-euro ici. Il y a les sites ici, mais c'est juste ici convertisseur. Vous pouvez mettre n'importe quelle somme. Donc, par exemple, 200 milliards d'euros. 200 milliards, on a dit 200 milliards d'euros dès 2020, non? Combien ça, c'est la même chose que combien aujourd'hui? Bah, 200 milliards d'euros en 2020. On met ici euros en 2020. Hop. Et monnaie de conversion, on vaut des euros de 2024. Combien ça va me donner? Et là, je mets convertir la somme. Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat des 200 euros en 2020 est le même que 228 euros en 2024. Voilà, on a trouvé. Donc, si vous avez une dépense de 2020, vous voulez mettre en valeur de 2024 ou de n'importe quelle autre année, vous pouvez utiliser ces convertisseurs-là. Il est très utile. Voilà, si vous avez des questions concernant cela, n'hésitez pas. Est-ce que quoi d'autre? Voilà. Donc, ajusté par l'inflation, je viens de vous montrer comment ça se passe. Après, nous avons, oui, ça c'est une autre manière je voulais vous montrer qu'il y a plusieurs manières de montrer des choses et c'est très intéressant. Par exemple, ici, nous avons un article qui va calculer les budgets de l'enseignement supérieur, pas dans des montants absolus, mais par étudiant. Et comme le nombre d'étudiants a augmenté dans l'enseignement supérieur, a beaucoup augmenté ces dernières années, bien sûr que les budgets par étudiant, ce qui donne une idée beaucoup plus claire de la qualité possible de l'argent disponible pour chaque étudiant. Ça va avoir une grande influence sur la qualité de l'enseignement. On peut voir comment, si on prend par étudiant, par exemple, la descente à la baisse de budget, elle est encore plus importante. Bon, je vais vous laisser ici pour regarder. Blabla. Oui, ici, ce sont mes exemples. Une autre chose possible et qu'il faut tenir compte, si vous voulez, c'est tenir compte de la croissance. Pourquoi? Parce que parfois, les gouvernements peuvent masquer certaines réductions des dépenses. Comment? Il dit que les dépenses n'ont pas baissé ou que les dépenses ont même augmenté, mais il parle des valeurs absolues. Donc, par exemple, ah oui, les budgets aujourd'hui, c'est des 50 milliards d'euros. Les budgets pour l'année prochaine, c'est des 51 milliards d'euros. Donc, les budgets ont augmenté. Sauf que, parfois, si on compte les choses comme pourcentage de PIB, une dépense peut augmenter dans des valeurs absolues, mais représenter une partie, si elle n'augmente pas au même rythme que le reste de l'économie, elle peut représenter une partie moins importante du total de l'économie. Okay? Donc là, lorsqu'on parle des croissances, si les dépenses augmentent dans des valeurs absolues, mais la croissance augmente davantage, on a plus de la croissance économique augmente davantage. Si l'économie évolue davantage, on a plus de besoins, on a plus de moyens. Et si les dépenses n'augmentent pas au même rythme que la croissance, cela veut dire que le secteur est en train de profiter moins qu'avant des ressources du pays.
Par exemple, voilà, regardez mon animation très avancée, très sophistiquée derrière. Voilà, ici on a une dépense qui représente une partie de PIB. Les dépenses, cette partie-là, cette tranche, elle continue de la même taille, elle a la même taille dans les deux cas. Donc, c'est comme si les dépenses n'ont pas diminué en valeur absolue. Mais si l'économie augmente, cette partie-là, même si la valeur absolue reste la même, elle représente une partie moins importante du total des ressources disponibles dans l'économie. Et c'est pour ça que parfois les dépenses comme valeur, dans les valeurs absolues, en euros, en milliards d'euros, peuvent rester les mêmes ou même augmenter, mais comme pourcentage de PIB, elles peuvent se réduire si elles n'augmentent pas au même rythme que le reste de l'économie. Et ça veut dire, parfois, il y a ici un exemple très concret, si on parle de budget 2020, par exemple, l'évolution entre les budgets 2020 par rapport à 2019. Si on regarde par exemple l'enseignement scolaire, ici les troisièmes, l'évolution par rapport à 2019 dans les valeurs absolues en milliards d'euros, selon les gouvernements, on voit qu'il y a une augmentation de 1 milliard d'euros. Néanmoins, si on compte l'inflation, l'effet de l'inflation et de la croissance par rapport au total de l'économie et compte tenu de l'inflation, il y a une baisse concrète du budget. Il y a du budget pour l'enseignement scolaire. Par rapport au reste de l'économie, il y a moins d'argent alloué à l'enseignement scolaire, surtout dans un contexte où, avec de la croissance économique, la population augmente, les besoins augmentent, les prix augmentent normalement. Et donc, il ne faut pas se fier juste aux chiffres du gouvernement dans des valeurs absolues. Il faut tenir compte de ces différentes dimensions-là. Et voilà, ici j'ai mis quelques sources que je pense que ça pourrait être utile pour vous si vous voulez chercher un sujet spécifique par rapport aux dépenses publiques. Ce sont des sites, ce sont des choses que moi j'utilise dans ma vie quotidienne. Et voilà, c'est fini pour cette partie et on se retrouve pour la prochaine séance. Merci et à bientôt.